que nous pouvons commencer. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire sur l'agriculture résiliente au changement climatique et les ressources. Avant de commencer, on tient à vous signaler que l'interprétation en français est disponible pendant la séance. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton marqué Interprétation avec l'icône d'un globe en bas de votre écran et sélectionnez votre langue d'écoute préférée, que ce soit l'anglais ou le français. S'il vous plaît, notez qu'une des présentations sera en français, donc tout le monde va devoir choisir un canal pour pouvoir suivre toutes les présentations. L'événement va aussi être enregistré et si vous avez des problèmes d'ordre technique pendant la séance, s'il vous plaît, dites-le nous et on va essayer de vous aider. Je m'appelle Jennifer Meyer et je suis la conseillère du GRN et de l'agriculture résiliente pour ProWash et Scale, une bourse financée par le BHA qui appuie le renforcement des capacités et la recherche pour les partenaires de mise en œuvre du BHA partout dans le monde. Nous nous focalisons sur les secteurs de l'agriculture, les ressources naturelles, les moyens de subsistance et le WASH. La séance d'aujourd'hui va commencer avec un tour d'horizon des nouveaux outils à notre disposition dans le domaine de l'agriculture résiliente, suivi d'un exemple de l'utilisation de ces outils en RDC. Et puis, nous allons entendre parler des prochaines étapes que vous pouvez suivre pour intégrer ces approches dans votre programme d'agriculture résiliente au changement climatique. Et quelques informations de quelqu'un qui a assisté récemment à une formation. Nous aurons du temps pour vos questions à la fin de la séance, donc s'il vous plaît, utilisez la fonctionnalité questions et réponses pour poser vos questions ou vous pouvez aussi les mettre dans la boîte à discussion et on va y répondre à la fin. J'aimerais aussi vous présenter les présentateurs d'aujourd'hui. Nous avons Lauren Pincus, un consultant pour ProWash et Scale et l'agriculture résiliente, Itoskit Itambwe, le chef de l'équipe des moyens de subsistance pour une activité de sécurité alimentaire en RDC. Et un peu plus tard, nous aurons aussi M. Masasa Makwasa du bureau régional du Programme mondial de l'alimentation. Et je donne maintenant la parole à Lorraine pour lancer la séance. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir en fonction de là d'où vous vous connectez. J'aimerais vous parler du lancement des nouvelles ressources. Ceux d'entre vous qui ont assisté au premier webinaire, vous savez déjà que nous nous focalisons sur deux approches de l'agriculture résiliente dans le cadre de ce webinaire. La conception de résilience et une autre qui font partie du scale. Pour vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, l'approche Permagaden a été développée en réponse aux défis typiques de beaucoup de projets des jardins. On se focalise sur la gestion des eaux et le renforcement des sols en utilisant des ressources locales et en renforçant les capacités locales. Le processus de design est unique pour concevoir un design qui est unique à chaque site et pour aider les petits exploitants à exploiter les ressources locales disponibles pour assurer une production durable, mais sur une petite superficie. L'autre approche qu'on va présenter, c'est le design pour la résilience, aussi connu comme RD, qui va au-delà des jardins potagers jusqu'au paysage au niveau des communautés en stabilisant l'hydrologie et en cultivant la biodiversité. On plante aussi les forêts alimentaires, agricoles qui fournissent de l'alimentation pendant toute l'année. Ici, j'aimerais remercier l'équipe qui est responsable pour la création des ressources qu'on va présenter aujourd'hui. Et cette équipe a identifié plusieurs ressources qui peuvent aider les projets à mieux intégrer ces ressources dans les programmes existants. Cette équipe ProWash Scale que vous voyez ici avec d'autres conseillers, consultants, y compris moi-même, travaille avec des équipes sur le terrain pour développer de nouveaux documents d'orientation et de nouvelles ressources pour aider les équipes à passer de l'écriture à proposition jusqu'à
la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques-unes de ces ressources et vous présenter leur utilisation. Tout d'abord, toutes les ressources que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez les trouver sur le réseau FSN sur ce site web. Nous avons des sites spécifiques sur les permagarden et sur l'agriculture résiliente. Sur ce graphique, vous avez une liste des quelques-unes des ressources décomposées par phase des projets. Donc, certaines des ressources sont spécifiques au permagarden, d'autres au RD et d'autres sont valables pour les deux. Je vais commencer avec les ressources qui viennent en dessous de la mise en œuvre, de l'implémentation. Ce sont des outils qu'on peut utiliser pour mieux comprendre ces deux approches. Nous avons deux outils assez globaux, complets. Il y a tout d'abord le manuel technique des permagarden et aussi le cours de base de formation en ligne. Le manuel technique a été republié récemment et le cours à distance a été publié en 2022. Les deux sont disponibles en anglais et en français. Je commence avec le cours de formation sur Internet. Il y a 9 modules, 9 vidéos qui sont entre 7 et 15 minutes de durée qui présentent le concept d'un permagarden, comment on peut les utiliser et comment ils peuvent renforcer la résilience des foyers. Et puis, on a des vidéos sur l'eau, les sols et la biodiversité qui sont nécessaires pour un programme de permaculture qui va réussir. Et les 4 dernières vidéos creusent dans les détails de comment les utilisateurs peuvent donner des formations dans les communautés pour fonder des permagardens. On commence souvent avec un jardin exemple et on encourage les exploitants locaux à adopter les pratiques dans leur champ à eux. Dans chaque vidéo, on a des petites animations qui font une démonstration visuelle des idées qui sont difficiles à saisir. Et toutes ces vidéos, on peut les suivre en petits groupes ou comme individus. Et avec chaque vidéo, vous avez des devoirs suggérés pour continuer l'apprentissage. Nous avons aussi le manuel technique des permagarden. C'est une version mise à jour. La dernière version a été publiée en 2017. Cette nouvelle version vise plutôt une approche basée à une plus large échelle, pas seulement un petit jardin, et comment on peut utiliser les normes minimales qui ont été développées récemment pour protéger les sols, l'eau et la biodiversité et garantir que ces facteurs soient en place au sein d'un permagarden. Le manuel technique vise la mise en œuvre de ces techniques, surtout dans un contexte de crise. Le manuel suit la structure du cours sur Internet. On commence avec la définition de la permagarden et puis le contenu technique, et puis une section sur l'eau, les sols et la biodiversité. Et on conclut avec comment les équipes peuvent travailler avec les communautés pour développer un jardin exemple et donner des formations et aussi comment on peut utiliser le checklist des normes minimales comme outil de formation et aussi comme outil de suivi et d'évaluation. Ici, vous avez un checklist des normes minimales. On va en entendre parler de l'application pratique de notre deuxième intervenant, Itoskit. Ces checklists ont été développés pour s'assurer que les sols et les autres principes agronomiques qui sont essentiels pour un permagarden efficace sont bien au rendez-vous. Ces checklists facilitent la réussite pour les petits exploitants. Il y a plusieurs checklists à gauche. Vous en avez quelques des exemples pour les deux approches, mais chaque checklist a le même processus. On a 5 éléments essentiels et les utilisateurs vont observer la mise en œuvre de chacun de ces éléments et la qualité de la mise en œuvre. Il y a aussi les critères pour faciliter l'évaluation. Normalement, un membre du personnel qui comprend déjà l'approche RD ou l'approche permagarden va accompagner l'exploitant en faisant le checklist et va l'aider à remplir le checklist. Donc, c'est une opportunité pour les exploitants d'évaluer son propre travail
d'évaluer le site est aussi une opportunité pour le membre du personnel de capter des données importantes sur la qualité du programme. Donc, l'exploitant et les membres du personnel vont donner à chaque élément du site un score de la qualité. Vous avez la coche, coche plus, coche moins et petite étoile. Et ces informations pourraient être utiles pour l'équipe de suivi et d'évaluation. Les équipes peuvent utiliser cette checklist pour identifier un élément en particulier, tel que l'eau, qui a des scores plus bas tout au long du programme, et peut-être c'est un signe qu'il faut renforcer les formations ou que voilà, c'est un domaine où les exploitants ont du mal et ont besoin d'une autre formation, d'une formation renforcée. Nous avons un autre document technique, le guide des facilitateurs pour le design de résilience, qui est disponible pour les équipes qui vont mener une formation de RD avec les membres de la communauté. Ce manuel est censé être utilisé sur le terrain par les formateurs. Il y a un processus étape par étape sur le travail avec les membres de la communauté pour mettre en œuvre le design pour la résilience, le RD. On présente le concept et les formateurs peuvent aussi utiliser ce manuel pour approfondir la connaissance des aspects techniques. Ce guide des facilitateurs a 6 sections. Chaque section présente, vous voyez ici un exemple de l'orientation pour une séance, ce qu'il faut préparer à l'avance, ce qu'il faut apporter à chaque séance, et on présente étape par étape ce que le facilitateur va faire pour chaque sujet de discussion et pour les différents actés qui font partie de cette séance. La dernière partie, la page avec le bleu à droite, c'est une liste des informations utiles pour les facilitateurs, par exemple, le séquençage des événements pendant une séance de formation. Dernière chose, nous avons développé quelques autres ressources pour aider les équipes à mieux intégrer les permagardens et le RD dans leur programme. On a une liste d'astuces pour les propositions à gauche pour aider les équipes à concevoir et à soumettre les propositions, et aussi un document pour évaluer la réussite d'un permagarden avec les stratégies de suivi et d'évaluation, un outil des sondages, entre autres. Donc, toutes ces ressources ont été développées pour répondre aux demandes de nos partenaires et en collaboration avec nos partenaires. Donc, si vous ou votre équipe sont en train de mettre en œuvre le RD ou les permagarden et vous avez besoin des ressources, dites-le nous, contactez-nous. Vous pouvez utiliser la boîte à discussion ou vous pouvez nous contacter à notre adresse mail qu'on va mettre dans la boîte à discussion maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lorraine, pour ce tour d'horizon rapide des ressources disponibles, des outils disponibles pour aider les pratiquants à mettre en œuvre ces approches. Je vais maintenant donner la parole à Itoskit. Itoskit Itambwe qui va nous parler de ses expériences avec l'application de ces outils en République démocratique du Congo. Itoskit, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir, selon euh, là où vous êtes. En fait, euh, donc, je vais essayer de parler de la manière dont, dans le cadre du projet FSP et Nyanya, nous avons pu utiliser la checklist pour améliorer la qualité de permagarden que nous avons donc installé dans les communautés, dans les 3 zones de santé dans lesquelles nous avons pu intervenir dans la province du Sud Kivu. Et donc, prochaine diapo. Oui. Et donc, le projet FSP Nyanya, c'est un programme de 7 ans qui a commencé en octobre 2016 et qui a pris fin en septembre 2023 et qui avait comme objectifs. Donc, on en avait 3. Le développement de la culture et des systèmes de marché, santé, nutrition et WASH.
ainsi que la gouvernance locale. C'était là les trois objectifs avec comme thème transversaux le genre et jeunesse et les changements sociaux et comportementaux. Ceux-là nous ont aidés à intervenir et servir 51 660 ménages dans les zones d'intervention, entre autres la zone de santé de Miti-Moresa, la zone de santé de Katana et la zone de santé de Calais. Alors, pour ce qui concerne les activités Permagad, ces activités ont été réalisées en consortium, donc d'une manière intégrée entre la composante agriculture et développement des systèmes de marché et la composante santé et nutrition. Donc, les participants à, cette, donc à ces activités étaient les participants membres de KEA Group, donc bénéficiaires directs ou participants directs aux activités de la composante santé et nutrition. Et à part ça, il y avait aussi l'équipe menant agriculture et moyens de subsistance qui intervenait de manière pratique pour accompagner ces participants. Pour le programme FSP, les activités Permagaden ont été réalisées pour contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes allaitantes et enceintes membres de KEAGO. Alors, si on peut avancer avec la diapo suivante, ouais. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, nous les avons réalisées en deux phases. En première phase, nous avons commencé par accompagner indirectement les ménages voisins, mais aussi les membres de KEA Group à travers les mamans leaders qui ont la responsabilité ou qui avaient la responsabilité d'encadrer les femmes voisines. Et là, on donnait des semences d'oignons, des semences de choux, des semences de carottes et d'autres variétés pour que ces mamans qui étaient directement formées par les staff programmes puissent cascader auprès des ménages voisins. Et là, c'était un peu plus compliqué parce qu'on s'est rendu compte après donc les visites de suivi post-distribution que presque tous les permanents n'étaient pas vraiment identiques. C'est ce qui nous a poussé à faire recours maintenant à penser comment on peut essayer d'améliorer la qualité de permagaden dans notre zone d'intervention. Et voilà pourquoi, en collaboration avec l'équipe Scale, nous avons pu développer la checklist permagaden en se basant sur certains critères dont nous allons discuter un peu plus tard dans cette présentation. Dans le cas de l'activité, le nombre total de permanents que nous avons pu installer pendant toute la vie du programme était de 23 917, mais après que nous ayons développé les modèles PSP dans le cadre des activités permagaden, organiser des connexions avec les agro-dealers, mais également quand nous avons pu aussi inciter les communautés à ne pas seulement entendre les permagaden, donc les semences venant du programme, mais d'utiliser aussi les variétés traditionnelles, nutritionnelles. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés à installer également des permagaden spontanés. Et on est arrivé à installer 4609 permagaden spontanés pendant les 8 derniers trimestres de notre programme. Prochaine diapo. Comme vous le voyez tel que se présentait, nous avons pu développer notre checklist en se basant sur les, euh, les différentes techniques promises
dans le cadre de la modélisation ou de la conception de la résilience en agriculture. Et c'était basé sur les trois socles de la modélisation de la résilience, entre autres la gestion de l'eau, la gestion rationnelle du sol, mais également euh, la gestion de la biodiversité. Et maintenant, au total, malgré que ce que nous présentons n'est qu'un échantillon, nous sommes fixés 25 critères et parmi les 25 critères, tous étaient vraiment, donc on tenait compte de trois éléments dont j'ai cité. Je vais prendre par exemple, pour ce qui concerne la gestion du sol, comme critère qu'on essaie un peu d'analyser dans le suivi de la qualité des permagades, on pouvait se rassurer du double présage. Est-ce qu'il y a eu double présage? Est-ce qu'il y a eu enrichissement du sol? Pour la gestion de l'eau, on suivait est-ce qu'il y a eu mise en place des contours pour collecter de l'eau, mais aussi essayer de voir comment l'eau était distribuée dans le dispositif au niveau du permagade, mais également pour la biodiversité au niveau du permagade, on pourrait aussi voir est-ce qu'il y a plusieurs variétés de cultures plantées dans un jardin de case. Et facilement, par rapport au score, on pourrait voir est-ce qu'il y a 3 à 6, et là on pouvait donner la cote 2. 7 à 9, c'était 3. 10 à 12, c'était 4. Et plus de 13 variétés dans le permadade, là facilement on pouvait donner 5. Comprenez que pour là où on trouvait un permadade qui n'a qu'une seule ou deux spéculations, là c'était presque considéré comme, donc on donnait le score 1. Prochaine diapo. Et donc, là, vous allez voir que la checklist là qu'on nous projette, c'est juste un exemple d'une checklist que nous avons pu maintenant traduire en langue locale, donc en Swahili, et que nous avons eu à ajouter dans donc le matériel ISC Permagad pour amener aussi les communautés à s'auto-évaluer, à voir comment leur permadaden, est-ce que était en train de répondre aux critères. Donc, ça aussi, on a laissé dans la communauté et voir au moins si la communauté sera là en train de suivre la qualité de leur permadaden. Maintenant, comment collecter les données? Les données étaient collectées par les staffs du programme et c'était en moyenne 7 permadaden par aire de santé par mois. Et les analyses étaient faites trimestriellement par les programmes, donc le département 1000, donc suivi évaluation, et c'est le département suivi évaluation qui nous renvoyait maintenant le dashboard et qu'on devait maintenant analyser. Après l'analyse des dashboards, on prenait le temps maintenant de cascader les retours auprès des agents d'extension Permagade et avec qui on devait faire des plans d'action pour essayer de voir quels sont les critères qui n'étaient pas vraiment respectés dans leur aire de santé. Alors, si on peut avancer, next slide. Là, j'ai essayé un peu de faire des captures d'écran de quelques dashboards qu'on a pu produire. Et vous allez constater que les analyses, c'est en termes de couleurs. Et chaque couleur a une explication. Donc, chaque couleur reflète les scores donc atteints pour chaque critère. Et cela étant que
là où il y a les jaunes, donc sur les chiffres et non planifiées. Là où il y a l'existence, mais planifiée. Là où il y a, c'est une pratique vie, mais de qualité. Là où il y a le plein foncé ou le cadre, donc c'est une pratique productive en place. Et là où il y a les violets, donc c'est 5, c'est une pratique productive de qualité ou modèle. Donc c'est de cette manière-là qu'on était en train d'analyser euh, nos différents tableaux de bord. Et si vous allez, vous regardez très bien, quand on prend le dashboard de l'année 4, c'est beaucoup plus de vert que de bleu clair ou de violet. Quand vous regardez aussi le dashboard de l'année 5, même chose, mais plus on était en train d'avancer en année 6, vous allez constater qu'il y avait beaucoup plus tendait vers le violet. Donc, il y avait déjà des en train maintenant de voir comment, à mes slides, Thank oui. you so Donc, much. c'est un peu ça. He's J'ai back. connu un problème de connexion. Oui, je suis là. Next slide. Prochain diapo. Et on a conduit quelques études pour essayer de voir euh, les résultats de nos activités permagarden. Et comme se présentait, vous allez constater qu'il y a eu 99% de ménages Skeet, are you able to? It seems we've lost your audio. Let's give it a minute and see if he's able to connect. Does it seem he may have dropped off, actually? j'ai vraiment un problème de connexion ici, mais sinon, Okay. ça va. Donc, il y a des ménages qui ont déclaré avoir amélioré l'état nutritionnel des enfants au niveau de ménage et d'autres, suite aux ressources issues de Permagarden, ils ont amélioré leurs épargnes, mais aussi leurs investissements. Et il y a aussi l'impact social de Permagarden. Next slide. Maintenant, comme leçon apprise, on peut dire qu'il y a eu donc implication de tous les membres des ménages, même les hommes, dans les activités permagarden. Il y a aussi le ménage qui ont utilisé les semences locales pour améliorer les ressources ou augmenter les ressources dans leur permagarden, mais surtout l'utilisation de l'outil checklist permagarden nous a beaucoup plus servi dans l'amélioration de la qualité de nos jardins. Et là, il devait prendre à peu près une minute pour expliquer, parce qu'en utilisant la checklist permagarden, même les officiers terrain, les assistants terrain ont eu l'occasion de s'auto-évaluer, mais également d'évaluer les agents d'extension. Et avec cet outil, nous sommes arrivés à rendre presque identiques les permagarden que nous avons pu mettre en place à partir de l'année 4 de notre projet comparativement
au Permagaden installé avant l'année 4 du programme. Donc, c'est un outil qui nous a servi pour l'amélioration de la qualité de nos permagadins. Toutefois, comme défi, l'accès limité à l'eau, c'était aussi un souci pour certains ménages, mais également, comme succès, il y a eu les activités des participants qui ont amélioré leur état nutritionnel, mais aussi leur revenu suite aux activités permagarden. Et d'autres, même non participants au programme, ont pu installer permagarden grâce à l'accompagnement des agents d'extension permagarden dans leur modèle de prestataires de services privés au niveau de leur communauté. Merci beaucoup. Ah, j'adore cette dernière diapo. Merci beaucoup, Itoskit. Merci pour ces informations très intéressantes. Nous avons déjà quelques questions dans la boîte à discussion, mais nous aurons du temps à la fin pour entendre vos réponses. Maintenant, je vais rendre la parole à Lauren qui va nous présenter quelques opportunités d'apprentissage à venir. Lauren, vous avez la parole. Très bien, merci Jen. Oui, comme nous avons vu, il y a beaucoup d'outils de formation et d'orientation technique qui sont disponibles. Nous avons ces manuels, ces outils qui ont été développés avec les outils d'appui comme les checklists, mais comment est-ce qu'on peut passer de ces outils à un jardin réussi? Il y a beaucoup de travail au milieu. Et aussi, comment est-ce qu'on peut passer de ces ressources à tout un programme réussi qui a renforcé la résilience au changement climatique des petits exploitants. Ce qu'on a vu par le passé, c'est qu'il est très important d'avoir un facilitateur bien formé qui peut travailler directement avec les participants et avec les gérants qui sait comment mettre en œuvre un programme de permagarden. Donc, il faut non seulement beaucoup lire, mais aussi réfléchir, discuter et renforcer ses expériences vécues, surtout. Donc, ces ressources sont un bon point de départ, mais il va falloir un peu de travail pour les équipes d'opérationnaliser toutes ces informations, surtout pour les équipes qui n'ont pas encore intégré la résilience au changement climatique dans leurs activités. Donc, PWS va organiser quelques opportunités de formation hybride. Donc, c'est un mélange d'activités à distance et en présentiel pour aider les organisations à profiter au maximum de ces nouveaux outils. Cette opportunité est ouverte aux chefs d'équipe et aux conseillers qui travaillent sur la sécurité alimentaire et la nutrition ou sur des domaines semblables. Les organisations qui sont intéressées peuvent inscrire les équipiers, les coéquipiers avec les listes d'inscriptions qu'on va circuler dans les mois à venir dans nos journaux mensuels et vous pouvez vous inscrire, abonner pour le journal par mail aussi. On peut inscrire plusieurs personnes pour que ces petits groupes, quand c'est un petit groupe qui travaille ensemble au sein d'une organisation, il y a aussi l'option d'organiser un groupe d'apprentissage facilité en anglais ou en français. Mais comment est-ce que cela marche? On aura un facilitateur de groupe qui va proposer un calendrier pour les vidéos et les cours. Donc, les vidéos, on va visionner pendant son temps libre et il y aura aussi des devoirs suggérés. Tout le groupe va ensuite se connecter sur des plateformes virtuelles telles que WhatsApp ou un document Google et on va aussi organiser des réunions de groupe sur Zoom une fois tous les 2 mois pour partager des réflexions après avoir vu les vidéos et après avoir lu les documents proposés. Les réunions sont aussi l'opportunité pour les membres du groupe de poser des questions aux experts et pour revoir
Euh, c- certaines séances visent le contenu technique et d'autres visent la mise en œuvre de ces techniques dans le cadre d'un programme existant. Et aussi, en fonction du niveau de l'intérêt et de la disponibilité, on peut aussi organiser des formations en présentiel. On peut les organiser sur le terrain pour solidifier les apprentissages autour de ces approches. Les formations en présentiel permettent aux membres de l'équipe de construire un site RD ensemble. On construit un jardin exemple qui est ensuite donné à l'agriculteur hôte, où on peut aussi aller visiter les sites établis pour voir comment ils marchent, comment ils fonctionnent et pour parler avec les exploitants qui les ont construits. Nous espérons qu'une de ces opportunités d'apprentissage facilitées va attirer les facilitateurs, va aider les facilitateurs futurs et leur donner les compétences nécessaires pour appliquer ces approches. Nous savons que ces approches nécessitent beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais comme nous avons vu dans les présentations la semaine dernière et aujourd'hui, ces techniques sont très efficaces pour renforcer la résilience au changement climatique pour les petits exploitants. Donc, la participation à une activité facilitée telle que celle-ci, c'est une bonne approche pour les organisations à commencer l'utilisation de ces approches pour s'en familiariser, apprendre à comment les appliquer. Donc, nous espérons que vous allez vous joindre à nous pour ce programme. Merci beaucoup. Merci, Lorraine. Merci. Formidable. J'ai hâte pour toutes ces opportunités dans les années à venir pour mieux m'engager avec les équipes sur le terrain autour de ces approches. Nous allons nous arrêter, faire une petite pause ici parce que nous avons l'opportunité d'entendre parler quelqu'un qui vient d'assister à une formation de RD en Ouganda. Donc, nous avons Warren Brush, un des facilitateurs de cette formation, et aussi Masasa Makwasa, qui travaille au bureau régional du WFP en Tanzanie, qui a assisté à la formation. Donc, Warren, je pense que vous avez quelques questions pour Masasa. Et Masasa, vous êtes là avec nous? Oui, très bien. Oui, oui, je suis là. Oui. Oui, très bien, merci. Donc, diapo, prochaine diapo. Pour vous présenter, planter le décor un tout petit peu, il y a quelques-uns d'entre nous qui ont travaillé avec TOPS et Scale pour développer l'approche RD, Design pour la résilience, mais il y a beaucoup d'organisations en dehors du BHA qui nous ont demandé d'appliquer cette approche RD à leur travail. Venons de travailler avec, nous venons de développer un centre de formation dans un camp de réfugiés en Ouganda. C'est un centre financé par Patagonia, aussi un site de formation, site de recherche. Et là-bas, nous organisons des formations de 2 semaines sur le design de résilience qui touchent au permagarden et aussi aux exploitations plus grandes et même au-delà. C'est une formation pour les gens qui viennent de toutes sortes d'agences, de toutes sortes de programmes. Nous avons organisé la première formation le mois passé. Nous avons eu 16 organisations de 9 pays représentées, y compris l'ONU, le WFP, Danish Church Aid, CARE, l'USAID, la NASA, les gens venus de partout dans le monde qui ont participé à cette formation. Et nous avons 2 cours déjà organisés pour l'année prochaine, un cours en février, une formation en février et une autre en octobre. Et on va vous mettre le lien dans la boîte à discussion. Mais on voulait poser la question à Masasa Makwasa, un participant à notre cours inaugural. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience dans la gestion des projets, plus de 17 ans dans plusieurs pays, 17 ans d'expérience dans plusieurs pays. Il a facilité les PPP, il a travaillé dans le marketing de l'agriculture et il a travaillé avec les petits exploitants en Tanzanie et au-delà au cours des 15 dernières années. Il est aujourd'hui gérant avec le WFP de l'ONU en Tanzanie. Donc, Massassa, merci beaucoup d'être là. C'était formidable d'être là avec vous dans le nord de l'Ouganda.
Merci d'avoir pris 2 semaines pour assister à cette formation. J'ai plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, quelle était votre impression du design pour la résilience avant de participer à cette formation à Locnino? Oui, en effet. Tout d'abord, vous m'entendez avant de continuer? Oui, oui, on vous entend. Parfait. Mon impression du design pour la résilience, en effet, je connaissais déjà le secteur, mais je travaillais plutôt dans l'agriculture intelligente pour le changement climatique. Ça, c'était l'approche qu'on utilisait. Mais en assistant à cette formation, je me suis rendu compte que le travail est plus grand que cela. Peut-être l'agriculture intelligente pour le climat n'est qu'un élément au sein de ce concept du design réparateur pour l'agriculture. Ah, c'est formidable. Mais quel a été l'élément qui a eu le plus d'impact sur vous dans la formation? Eh bien, pour moi, c'est qu'il faut planter un lac avant de planter les plantes. Hmm, Comme vous savez, beaucoup de petits exploitants en Afrique, le défi principal, c'est l'eau, les pluies. On peut avoir toutes les connaissances qu'on veut, tous les outils pour faire de l'agriculture, mais si vous n'avez pas de l'eau, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour moi, dans l'aspect clé du design réparateur qui a eu le plus d'impact sur moi, c'est qu'il faut planter la pluie, planter l'eau et tous les autres éléments vont suivre parce que si on a les ressources en eau, tout va pousser, tout va être résilient et c'est le foyer qui va en tirer les bénéfices. Très bien, merci Massassa. Et si vous regardez les photos sur cette diapo, vous voyez Massassa en train de travailler pour planter la pluie là. Donc, ce cours, c'est un mélange de théorie et de pratique. Ce n'est pas comme si on est là dans un chambre, dans un hôtel, regardons les présentations. Nous sortons aussi dans les communautés. Nous travaillons côte à côte avec la communauté. Donc ici, vous avez Massassa, un gérant du WFP qui travaille coude à coude avec les membres de la communauté pour planter. Donc, après avoir passé par ce programme, Massassa, comment est-ce que vous allez appliquer ce que vous avez appris dans votre travail? Ah oui, je vais commencer avec le niveau personnel. Tout d'abord, j'ai pu changer ma mentalité. Et voilà, on a beaucoup parlé de cela, le changement des mentalités. Et c'est un des slogans de ce centre de formation. Donc, tout d'abord, au niveau personnel, j'ai pu changer ma mentalité parce que notre façon de nous organiser par le passé, comme vous avez dit, j'ai beaucoup travaillé en appuyant, en accompagnant l'établissement des chaînes de valeur, mais dans le domaine de l'agriculture, la plupart de nos interventions étaient plutôt théoriques. Entre 90 et 95% étaient théoriques, mais avec le design réparateur pour l'agriculteur, tout cela va changer. Donc, comme j'ai dit, c'est ma mentalité qui a évolué, mais on a aussi changé notre travail. Aujourd'hui, 80% de notre travail vise la pratique, vise l'impact sur la communauté. Et avec cette formation de 2 semaines, entre 70% et 80% était du travail pratique avec la communauté. Et nous avons pu voir l'impact seulement dans 2 semaines, l'impact sur la communauté. Nous sommes partis de cette communauté et elle avait plus de nourriture là-bas. Et ça, c'était seulement dans 2 semaines. Quel impact dans 2 ans?
Donc, pour moi, c'était un point de départ pour appliquer ces apprentissages au sein de mon organisation. En Tanzanie, nous avons déjà un plan en place. Donc, nous développons le plan, le programme actuel, et nous sommes en train d'adapter la conception de nos formations à nous pour mieux viser le design réparateur. Et nous avons déjà prévu pour janvier l'application de ces compétences au centre Lac Nanou en Ouganda. Formidable, Massassa. Donc, nous sommes à la fin de notre temps, mais merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue avec nous aujourd'hui. Je sais que vous avez beaucoup de travail à faire. Et aussi, on vient de mettre un lien dans la boîte à discussion si vous voulez plus de formation sur les formations à l'Octeno, pour que vous aussi, vous pouvez changer votre mentalité. Merci beaucoup à vous les deux. C'est très utile d'avoir des retours immédiats, des réactions à vif des personnes qui ont assisté à ces formations. Donc, merci Warren, merci Massassa. Nous avons maintenant quelques minutes, 10 minutes pour répondre à vos questions. J'ai vu une question de Karl sur le développement des checklists et peut-être Itoskit peut y répondre, mais nous avons aussi Keith Poe ici avec nous, donc nous voulions commencer avec quelques réflexions de sa part. Keith Poe fait partie de l'USAID. Keith, j'aimerais savoir, d'après vous, comment est-ce que cette approche RD peut répondre aux défis que vous constatez en tant que représentant de l'USAID, surtout les défis constatés sur le terrain par rapport à la résilience face au changement climatique? Oui, merci beaucoup pour une question bien complexe. Oui, moi, je suis convaincu par tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et j'applique ces techniques dans mon propre jardin et j'habite dans une zone aride, rocheuse, sans beaucoup de pluie. Et quand je travaillais au Nicaragua, on a visé l'agroforesterie et l'agriculture réparatrice et intensive, mais pour parler personnellement, ben, ce travail est plus difficile qu'on aurait pensé. Il y a beaucoup de travail au début, il y a beaucoup de travail pour changer les mentalités. Il faut creuser dans le sol, littéralement, il faut creuser, il faut connaître le paysage, il faut connaître la terre locale. Et voilà, si on est déjà exploitant sur la terre, c'est assez facile, mais il faut aussi changer sa façon de voir la terre. Il faut avoir une bonne connaissance des semences locales, des variétés locales auxquelles vous avez accès. Donc oui, il y a beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail. La cueillette de l'eau, planter la pluie, voilà. Mais voilà ce qu'il y a de beau. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de potentiel, mais ce n'est pas un travail facile. Et même s'il y a des manuels et des guides qui sont disponibles, ben, il n'y a pas une solution qui s'applique à tous les cas. On peut donner des règles générales aux exploitants, mais il faut comprendre les concepts. Il faut aussi permettre aux exploitants d'innover dans son propre jardin. Donc, voilà mon contribution de ma part et de mon expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et oui, je suis d'accord. Et je réfléchis aussi à la question de Karl. Quand Tito Skit a fait sa présentation, Karl a posé la question, est-ce que les exploitants étaient intégrés dans le développement de ces critères? Et je pense que c'est une question très pertinente, surtout par rapport à ce que Keith vient de nous dire. Itoskit, je sais que Warren a déjà répondu dans la boîte à discussion avec son point de vue, et il peut aussi allumer le micro s'il veut. Mais Itoskit, si vous avez une réponse ou quelques pensées à partager sur le processus utilisé pour développer les checklists et pour faciliter la participation des exploitants, est-ce que vous pouvez nous en parler si vous êtes toujours là? I've dropped Ah off. oui, Ah oui, ok, allez. oui, je suis là. Et merci beaucoup à Warren pour la réponse qu'il a donnée pour la question de Carl. Au fait, le développement de ces critères, c'était vraiment participatif.
nous avons eu à associer les agriculteurs parce que presque dans toutes les formations qu'on a eu à organiser, on commençait toujours par montrer c'est quoi un bon permagade, quelles sont les techniques qui ne peuvent pas manquer dans un jardin euh, permanent, dans un permanent. Donc, on commençait par ça. Et une fois qu'on a développé la checklist, on a directement même faire le retour auprès des participants en partageant la copie de la checklist en Swahili, dans leur langue, la langue que les agriculteurs comprennent. Et ça, on a fixé même les critères en Swahili. Donc, là où il y a une technique qui marche bien, on devait écrire Surisana pour dire c'est vraiment parfait, c'est une bonne pratique. Et on essayait de montrer aussi aux participants, aux agriculteurs, comment eux-mêmes peuvent coter pour évaluer leur jardin et voir qu'est-ce qui ne marchait pas encore. Et tout ça, on faisait directement avec les agriculteurs et tout en s'appuyant à l'accompagnement de proximité ou l'accompagnement permanent des agents d'extension permanents. Et c'est parmi les ressources que nous avons laissées dans la communauté. Donc, facilement, on peut arriver dans un ménage et on essaie de voir le permagarden. Et puis, on demande, amène ta copie de checklist et dis-nous vraiment quelles sont les techniques qui marchent et quelles sont les techniques qui ne marchent pas. Et les ménages pouvaient dire, non, non, je vois que je n'ai pas bien clôturé mon permagarden. Je vois que mon système de collecte des eaux usées ou de l'eau de pluie n'est pas bien mis en place et je vous promets que je vais m'engager à améliorer ces techniques. Donc, c'est de cette manière-là que nous avons eu à travailler avec les communautés pour qu'ils s'approprient l'outil et pour qu'ils nous donnent aussi leur retour par rapport à une bonne utilisation de l'outil. Merci. Oui, c'est très utile. Merci beaucoup, Itoskit. Nous avons le temps pour une ou peut-être deux dernières questions. Et une question que j'ai vue, c'est, voilà, s'il y a une équipe qui veut intégrer ces approches dans un programme existant, où est-ce qu'on peut, à partir d'où est-ce qu'on peut commencer? Et Warren, vous avez dit, en nous préparant pour cette séance, euh, comment on peut passer de l'échelle d'un permagarden à l'échelle du RD. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu davantage sur comment les équipes peuvent commencer avec ces techniques? Oui, un aspect très intéressant du design pour la résilience, c'est qu'on est vraiment axé sur l'engagement communautaire. Et comme Itoskit a dit, il est très important que cette initiative soit une collaboration avec la sagesse déjà existante au sein de la communauté. Donc, quand nous parlons de vouloir changer la mentalité, les trois façons les plus utiles sont tout d'abord la démonstration. La deuxième façon, c'est la démonstration. Et le troisième élément pour changer la mentalité, en effet, c'est la présentation, encore une fois. La démonstration, pardon. Donc, beaucoup de notre programme vise la construction des sites de démonstration, des sites exemples. Et on peut commencer à une toute petite échelle parce que cela nous aide à commencer comment on fait tout cela. Nous avons entendu, il y a beaucoup de travail à faire, mais si on commence à une petite échelle, cela va approfondir votre compréhension avant de passer aux parcelles plus larges. Donc, souvent, on commence avec un petit jardin potager avant de passer au niveau de toute une exploitation. Et je m'arrête là pour permettre d'autres questions. Oui, oui, merci pour la réponse très utile. Nous n'avons que quelques minutes qui nous restent. Donc, j'aimerais demander à tout le monde de répondre au sondage qui est disponible en anglais et en français. Il est très important pour nous, non seulement pour améliorer les événements qu'on va organiser à l'avenir, mais aussi parce que nous allons continuer avec ces webinaires autour de ces approches
dans l'année prochaine. Donc, on veut savoir vos idées sur quels sont les sujets prioritaires, quels sont les défis prioritaires euh, sur lesquels vous voulez qu'on fasse des présentations. Donc, s'il vous plaît, dans vos réponses au sondage, s'il vous plaît, intégrez ces commentaires, ces sujets voulus pour l'avenir. Est-ce que quelqu'un a la main levée? Oui, oui, c'est moi. Allez-y. Pardon, j'ai pas pu trouver le bouton, je l'ai juste mis dans la boîte à discussion, mais j'ai une question. C'est un souci que j'ai déjà exprimé au PWS, mais ben, avec des critères, les critères deviennent souvent des lois presque. Cela devient comme les 10 commandements. Les agriculteurs doivent faire ceci, cela. Et quand on me parle du changement des mentalités, eh bien, j'ai entendu ce mot depuis 20 ans, souvent dans la bouche de quelqu'un qui ne travaille pas de ses mains, de son dos, et qui veut changer la mentalité de quelqu'un qui fait un travail manuel. Mais voilà ma question. Quel est l'engagement non seulement pour entendre les retours des agriculteurs, mais pour apprendre des agriculteurs? Parce que c'est là que j'ai des soucis. Quand les outils ne sont plus souples, ils deviennent un cadre limitant. Donc, à quelle étape est-ce que vous apprenez des agriculteurs? Pas au début, quand vous faites l'évaluation, mais pendant la mise en œuvre. Oui, oui. Warren, vous avez allumé la caméra, vous voulez répondre? Nous sommes presque à la fin. Oui, merci Carl pour la question. Moi aussi, je suis agriculteur, j'utilise ces pratiques, mais une chose qui est importante, c'est il y a un boucle de retour en permanence. Nous commençons le processus en écoutant les défis au sein de la communauté. Nous avons un processus qu'on appelle l'histoire du lieu. Il faut savoir la sagesse de la communauté d'abord, il faut l'intégrer dans le processus du design pour la résilience. Donc, beaucoup des personnes avec lesquelles nous travaillons travaillent sur les paysages dégradés et non pas les outils traditionnels pour faire face à cette dégradation. Les pratiques d'agriculture traditionnelles ont été créées pour un système qui ne peut pas gérer l'érosion. Donc, nous apportons les processus que nous avons développés pour renverser la dégradation et nous travaillons avec la sagesse de la communauté pour développer quelque chose qui est unique à chaque site, qui est spécifique à chaque site, à chaque communauté et aux familles, aux agriculteurs avec lesquels nous travaillons. Ensuite, nous avons notre processus de suivi. C'est le suivi avec la bêche à la main. Et quand nous venons dans ces communautés, nous venons avec nos bêches, nous travaillons ensemble, nous voyons ce qui marche, ce qui ne marche pas, nous apprenons des innovations des agriculteurs et puis nous partageons des innovations avec les autres personnes. Et je sais que le temps a déjà fini, mais je voulais répondre à cette question parce que c'est une question très importante. Elle est aussi très importante que nous n'arrivons pas en disant, et voilà, voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas le but du RD. Merci, Warren. Nous pouvons rester pendant quelques minutes. S'il y a les gens qui ont toujours des questions, je vois que Eric a la main levée. Mais si vous devez partir, pas de problème. Un grand merci à nos intervenants et à tout le monde qui a assisté à la séance aujourd'hui. Merci pour vos contributions. Gardez le contact, abonnez-vous à notre newsletter et on espère vous voir en 2024. Mais voilà, Eric, vous avez une question et les autres peuvent rester avec nous si vous voulez. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Eric. Tout d'abord, je viens du Rwanda et je travaille sur l'inclusion économique. Je suis vraiment content de faire partie de ce groupe et d'apprendre de mes collègues partout dans le monde. Nous sommes en train de mettre en œuvre l'agriculture intelligente par rapport au changement climatique qui touche, comme on a déjà entendu, à l'agriculture résiliente. Donc, j'ai plutôt un commentaire, pas vraiment une question, mais c'est une bonne approche qui aide à la restauration de notre environnement qui a été beaucoup dégradé. Et cette approche
donne de l'espoir aussi, comme mes collègues ont dit, donne de l'espoir aux agriculteurs qui dépendent des pluies, des temps qui varient beaucoup. Et en Afrique de l'Est, nous subissons une grande sécheresse. Mais je peux vous dire que l'agriculture résiliente, c'est une bonne approche qui crée un boucle positif, mais il faut aussi appliquer une approche complète au niveau de la société pour qu'on puisse apprendre des uns aux autres et on peut apprendre des mises en œuvre des autres. Donc, j'aimerais collaborer avec mes collègues dans ce groupe pour que, quand on est en train de mettre en œuvre ces approches et je me bute sur un défi, j'ai déjà un réseau à contacter pour parler de voilà, quelle technique et quelle approche est la plus pertinente pour mon cas spécifique. Parfois, nous sommes dans des cas d'urgence. Et dans un cas d'urgence, on a un urgent besoin pour l'expertise. On a besoin des experts avec des parcours différents. En Afrique de l'Est, nous avons nos approches. En Afrique de l'Ouest, on a leurs approches à eux. En Europe, on a d'autres approches. Mais il faut faciliter l'interaction pour qu'on puisse apprendre des uns des autres, même à travers les zones climatiques différentes. Voilà le commentaire que je voulais ajouter. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui, merci beaucoup, Eric, pour ce commentaire important. Voilà, c'est ça la raison pour laquelle nous avons voulu créer ce cohorte pour apprendre ensemble le cohorte que Lorraine nous a parlé, parce que oui, le partage est critique, le partage d'expérience au sein d'un groupe et l'apprentissage des uns des autres. Aussi, la troisième édition du manuel qu'on vient de lancer, une des ajouts principaux qu'on a fait est spécifique à ce que vous venez de dire sur les contextes d'urgence. Nous avons maintenant tout un chapitre sur la mise en œuvre de l'approche des permagardens dans les contextes d'urgence. Donc oui, on vous entend, on vous comprend, et nous aussi, nous essayons de répondre à ces enjeux. Mallory, vous avez une question? Oui, merci, Jen. Je pense que c'est une question pour Warren. Je regardais sur le site web des photos de vous avec un cadre. Peut-être vous creusiez des fossés de contour pour répondre aux problèmes de l'eau. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des retours des agriculteurs qui ont mis en œuvre une telle approche? Moi, j'étais récemment au Mozambique et j'ai fait une formation semblable avec le même outil et les retours, les commentaires étaient très intéressants parce que normalement, les gens arrivent, on leur dit, ah oui, il faut planter dans des rangs. C'est ce qu'on dit depuis longtemps, mais aujourd'hui, on parle des contours, des plantations différentes pour répondre aux problèmes de l'eau. Donc, comment est-ce que vous avez pu changer les mentalités pour créer des exploitations moins linéaires? Une très bonne question, Mallory. Moussassa a parlé de cela, mais nous travaillons beaucoup sur, on veut planter la pluie. Au début du processus d'engagement, nous venons d'abord entendre l'histoire de ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait traditionnellement sur site? Et aussi, dans un camp de réfugiés, nous entendons de la communauté haute et aussi des réfugiés eux-mêmes. Et nous commençons avec une petite démonstration d'1 mètre carré. Nous prenons 1 mètre carré et nous faisons ce qu'un agriculteur traditionnel ferait, pas des lignes droites, mais seulement sur 1 mètre carré. Et voilà, nous plantons des lignes qui ne respectent pas les contours de la terre. Nous creusons un peu, nous mettons des semences, peut-être un peu d'engrais. Et puis, à côté, nous faisons 1 mètre carré où nous utilisons un tout petit cadre, comme vous avez dit, vous avez vu sur la photo, pour démontrer comment on peut travailler avec les contours
pour changer notre façon de planter, pour créer des structures qui vont retenir la pluie, qui vont faire aider la pluie à s'infiltrer dans le sol. Et voilà, nous laissons la communauté voir ce qui se passe au fil du temps. Et ce qu'on voit avec l'approche conventionnelle, voilà, on perd les ressources. La pluie vole plutôt les nutriments. La pluie contribue à l'érosion. Et les agriculteurs nous disent, voilà, c'est ce qui m'arrive à chaque fois, que de l'érosion. Et puis, quand on regarde à côté le système amélioré, on voit directement qu'il n'y a pas d'érosion, que les nutriments ont resté, que l'eau est concentrée. Et au fil de la journée, à différentes heures, nous revenons, même quand le soleil est haut dans le soleil, le mètre carré adapté est toujours mouillé et l'autre est sec. Et on pose la question aux agriculteurs, vous voulez quelle méthode? Et à chaque fois, on nous dit, ah oui, le système adapté, bien sûr. Et c'est une motivation pour eux à vouloir apprendre à planter la pluie pour que les exploitations facilitent la vie. Oui, j'espère que cela a aidé. Oui, oui, c'est très intéressant. Je n'ai pas pensé à, à une telle démonstration. Au Mozambique, nous avons eu la chance parce nous avons eu de la pluie, mais plusieurs jours et nous avons travaillé pendant 10 jours ensemble. Ah, mais je n'avais pas pensé à commencer avec 2 mètres carrés. Nous avons commencé avec un demi-hectare. Donc oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, c'est une mise en œuvre beaucoup plus facile. Oui, oui, merci à vous, Mallory. Et Lorraine nous a présenté quelques ressources. Il y a un guide pour les facilitateurs sur le RD et le nouveau guide pour les permagarden. Et toutes ces activités sont dans ces documents. Donc, s'il vous plaît, servez-vous des ressources et vous pouvez aussi toujours nous contacter à Scale et on peut vous orienter directement si vous en avez besoin. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Merci, Warren. Mallory, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et on peut parler en tête à tête. Cela dit, je pense qu'il va falloir conclure notre discussion. Merci beaucoup à ceux qui sont restés avec nous pour ces 10 minutes de discussion. Merci à tous les présentateurs et à tout le monde qui a assisté à la séance d'aujourd'hui. Une séance très productive, très riche, il me semble. J'apprécie beaucoup votre présence. Restez aux aguets pour plus d'informations sur les opportunités pour l'année à venir et nous avons hâte de continuer cette discussion avec tout le monde. Encore une fois, merci et